Bon, on va continuer avec, en parlant du bois énergie, notamment comment y voir plus clair pour une récolte durable en région centre, puisqu'on parle de plus en plus du bois énergie et de son développement. Donc, dans le cadre du projet Défi Fort Bois, il y a différents travaux qui ont été menés autour de cette récolte. Donc, vous voyez les principaux participants à l'écran. Alors, le bois énergie, de quoi parle-t-on déjà? C'est vraiment tout ce qui est utilisé sous forme de combustible, que ce soit du bois bûche, que ce soit des granulés, de la plaquette forestière. Alors, la plaquette forestière, c'est des bois qui sont broyés ou des portions d'arbres qui sont broyés. De toute façon, je crois qu'il y a quelques images derrière qui présentent effectivement le détail de cette plaquette. Quels sont les enjeux autour du bois énergie? Que ce soit en France et en région Centre-Val de Loire, là vous avez quelques chiffres à l'écran qui apparaissent. Vous voyez en 2020, au niveau national, on récolte à peu près 37 millions de mètres cubes de bois, ce qui représente 55% de l'accroissement biologique des forêts, pour 8,4 millions qui sont intégrés dans les 37 millions de bois énergie. En région centre, on est 2 millions de mètres cubes de bois récoltés et 600 000 mètres cubes de bois énergie. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu dans le passé. On peut remonter avec les données récoltées jusqu'en 1947. Et en fait, on voit qu'en 2020, au niveau national, on n'est même pas revenu aux données de récolte de bois énergie des années 47, puisqu'à l'époque, on utilisait beaucoup de bois énergie. Et on a atteint par contre un point creux, un point bas dans les années 90, début des années 2000, où vous voyez qu'au niveau national et même local en région centre, on était à 2,3 millions de mètres cubes de bois énergie et 0,18 côté région centre. Alors ça, c'est l'état des lieux actuel et passé, mais par contre, si on se projette dans l'avenir, on sait que la biomasse et globalement le bois en tant que ressource renouvelable, en tant que matériau, énergie renouvelable, le bois, la biomasse forestière seront de plus en plus utilisés. On parle de doublement, voire triplement de ces chiffres au niveau national ou local pour répondre aux enjeux énergétiques, aux enjeux de lutte contre le changement climatique. Et on pourrait rajouter actuellement, dans le contexte actuel, d'indépendance énergétique. Toujours sur cette question d'enjeu autour du bois énergie, il faut bien avoir en tête que le bois énergie, ça ne rapporte pas grand-chose pour les propriétaires ou pour les gestionnaires forestiers. On est vraiment sur une matière à très faible valeur ajoutée. Et donc, l'objectif premier d'un propriétaire forestier ou d'un gestionnaire forestier, au-delà des considérations de biodiversité, d'avoir une belle forêt, valeur patrimoniale, etc., c'est bien de produire du bois d'œuvre pour lequel il va y avoir une vraie plus-value, des vrais revenus pour la forêt et le propriétaire pour l'entretien de la forêt. Donc le bois énergie, quelque part, c'est un bois fatal, c'est un mal nécessaire pour pouvoir réaliser des opérations sylvicoles dont on a besoin, toujours dans cette optique de production de bois énergie. Et donc toutes les techniques de récolte du bois énergie, dont nous parlera juste après Nathalie, sont basées vraiment sur cette contrainte-là, c'est que le bois énergie ne rapporte vraiment pas grand-chose, donc il faut trouver des techniques de récolte qui nous permettent de faire ces opérations sylvicoles, donc des actions sylvicoles à moindre coût. Et bien évidemment, au vu des perspectives dont je parlais tout à l'heure, se pose la question de quid de la gestion durable, quels sont les impacts potentiels de la récolte de bois énergie, comment les limiter, les éviter s'il y en a. Et donc du coup, Nathalie, je me tourne vers toi pour nous dresser un petit topo des pratiques de récolte et des peuplements des coupes concernées. Eh bien, le FCBA a fait une étude et une enquête auprès des ETF pendant plusieurs années. Et il apparaît qu'en région Centre-Val de Loire, 91% des coupes pour le bois énergie sont faites dans des peuplements feuillus et la grande majorité, plus de 86%, sur des coupes par arbre entier. Je vous expliquerai juste après de quoi il s'agit. Les peuplements concernés sont assez divers, sont des futaies régulières, des taillis sous-futés ou des taillis simples. Et le volume des plaquettes provient à grande majorité, 70%, des coupes du taillis, donc les plus petits brins de ces peuplements-là. Alors, c'est quoi les coupes par arbre entier? Eh bien, dans une coupe par arbre entier, comme son nom l'indique, l'ensemble de l'arbre, de l'ensemble des brins du peuplement sont coupés à la base, parfois ils sont recoupés, ils sont laissés un certain temps dans la parcelle sous forme de javel,
puis sont débardés pour être apportés en bord de parcelle, où ils sont ensuite, l'ensemble de ces brins sont broyés et mis dans un camion qui part directement dans les centrales de biomasse. Donc dans ces conditions, par coupe par arbre entier, toutes les branches et même les petites branches qu'on appelle les rémanents, ou je vous dirai plus tard aussi les menus bois, c'est-à-dire les branches inférieures à 7 cm de diamètre, branches et brins, ne sont plus laissées en forêt sur le sol comme avant, mais sont coupées, emportées, broyées et exportées de la parcelle. Du coup, on voit sur ce graphique qu'effectivement, dans la coupe conventionnelle, seulement le bois fort est prélevé, alors que dans les coupes par arbre entier, l'ensemble des branches sont prélevées et exportées de la parcelle. Donc on a sur le sol peu de rémanents par rapport à la coupe conventionnelle. D'accord, merci Nathalie pour ces précisions, ces méthodes de récolte. Mais concrètement, en fait, quels sont les volumes récoltés en région centre sur les différents chantiers que vous avez pu observer et quand on compare ces différentes méthodes de récolte que tu évoques, arbre entier versus récolte conventionnelle, quelles sont les quantités qui restent en forêt dans un cas comme dans l'autre? C'est bien la question qu'on se posait au départ, puisque c'est la problématique des récoltes par arbre entier, c'est de laisser moins de rémanents. Donc combien est réellement exporté et laissé sur place? Pour cela, on a été obligé d'aller sur le terrain, de faire des mesures in situ, ce qui a été fait sur un certain nombre de chantiers répartis sur divers endroits de la région centre et normalement le plus représentatif possible de la réalité des coupes selon les types de peuplement et les types de sol. Nous avons fait donc des mesures sur des peuplements divers. Ça allait des relevés de couverts jusqu'à des coupes rases où après la coupe, il n'y avait plus aucun arbre sur la parcelle. Les principaux résultats sur ce qui est coupé, ici on voit un graphique sur les différents chantiers qu'on a étudiés. On voit que les barres sont de niveaux différents selon le chantier, ce qui est normal, hein, selon le type de coupe, comme je viens de vous présenter, on n'a pas le même volume exporté, mais globalement, 90% du volume qui était coupé était exporté de la parcelle. L'autre information de ces mesures correspondait à l'importance de ces petites branches et petits brins, donc des compartiments qu'on dit les menus bois, qui sont inférieurs à 7 cm, qui sont les deux couleurs vertes en bas des histogrammes, et la proportion de ces menus bois représente environ 1/3 de la biomasse totale de l'arbre, ce qui est loin d'être négligeable. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le contenu de ces brins en éléments nutritifs, parce que la problématique de ne pas laisser les rémanents en place, c'est non seulement le manque d'apport de matière organique, mais aussi des nutriments, qui sont du coup exportés par l'exportation de ces menus bois. Et il s'avère que plus le brin est fin, plus il est riche en nutriments. Et plus la pièce de bois a un diamètre important, moins il est riche en nutriments. Nos résultats montrent que l'exploitation par arbre entier laisse plus de tout petits brins que les gros rondins, ce qui est plutôt positif puisque les petits diamètres sont plus riches en nutriments. Cela dit, on a pu voir aussi que des pièces assez importantes en taille étaient exportés de la parcelle alors qu'ils étaient là avant la coupe. Or, ces bois, qui sont à des phases de décomposition différentes, sont des habitats intéressants pour la biodiversité. Or, les enlever de la parcelle peut être dommageable, ou réduire en tout cas les habitats pour un certain type de biodiversité. Donc, la première recommandation simple qu'on peut émettre, c'est de laisser plusieurs pièces de bois de moyen et de gros diamètre pour justement laisser un minimum d'habitat pour cette biodiversité. Ne pas exporter les bois au sol qui étaient présents avant la coupe, qui soit juste un rondin ou une longue pièce de bois. Ça permet de conserver un minimum d'apport au sol de matière organique et des habitats. Ce qui permet donc de laisser, après la coupe, un certain nombre de pièces de bois morts à des stades de décomposition variés et favorables à la qualité du sol et à la biodiversité. Enfin, on a d'autres résultats sur la proportion, la quantité de bois qui est laissé au sol après la coupe.
Là encore, on a le même histogramme correspondant à nos différents chantiers et 3 photos. La photo en haut à gauche qui correspond à une exploitation qui n'était pas nos chantiers, mais qui laisse 100% des menus bois, c'est-à-dire une récolte classique, où on voit beaucoup de brins au sol. Et puis 2 autres photos qui correspondent à des chantiers qui ont été étudiés, mais dont on a laissé des quantités de bois au sol très différentes, du simple à 3 fois plus. Globalement, sur l'ensemble de nos chantiers, on voit que la proportion de menus bois laissés au sol est de 7%, ce qui est finalement assez faible, puisque la réglementation actuelle en vigueur au niveau national et éditée dans les guides de l'ADEME sont de laisser à minima 10%, quel que soit le type de coupe, et ça peut aller jusqu'à 30% ou plus selon la sensibilité du sol. Donc on est en deçà de ce qui est fait d'habitude. D'accord, ok. Ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, on prélève plus de bois, quelle que soit en fait leur catégorie avec la récolte par entier, mais la question qu'on peut se poser, c'est quel impact concrètement ça a sur les écosystèmes forestiers, en particulier sur la partie sol. Alors, je vous ai déjà donné quelques éléments de réponse, et là, je vais faire une petite parenthèse un peu pédagogique pour mieux comprendre l'importance du bois au sol et de leur rôle. En se décomposant, le bois mort au sol libère des éléments nutritifs en retournant au sol et permet de maintenir la fertilité du sol et assure la bonne croissance des jeunes arbres. En parallèle, cette matière organique va maintenir des propriétés biologiques, physiques et chimiques qui sont très intéressantes pour l'ensemble du fonctionnement du sol. Par exemple, la matière organique participe à la bonne aération du sol, à une bonne circulation de l'eau et à la vie du sol qui elle-même participe au bon fonctionnement de ce sol. Donc, quand les rémanents sont exportés, c'est d'autant de nutriments et de matière organique qui ne retournent pas au sol et qui ne va pas favoriser ce bon fonctionnement. Cela peut donc entraîner une certaine perte de fertilité et de croissance des futurs arbres. Effectivement, ces menus bois représentent qu'un tiers, donc est-ce que c'est grave, docteur? Eh bien, ça peut l'être, parce que bien que ça représente qu'un tiers du volume ou de la biomasse, en fait, comme les petits compartiments, je vous ai dit, étaient plus riches en nutriments, en quantité de nutriments, ces menus bois représentent la moitié des nutriments contenus dans l'ensemble de l'arbre. Donc la moitié, c'est quand même assez important, qui avant, dans les coupes conventionnelles, sont laissés dans la parcelle, alors que dans les coupes parmentiers, sont exportés. Donc, les prélèvements, on a calculé que les prélèvements de nutriments, quand on fait des exports de menus bois, doublaient l'exportation totale des nutriments par rapport à une coupe conventionnelle. Et ce pourcentage peut être même augmenté si les coupes se font en feuilles, puisque les feuilles contiennent au moins 8 fois plus de nutriments que les plus petites, que le bois. Donc une autre recommandation qu'on peut émettre, c'est que dans la mesure du possible, il faut veiller à couper les arbres hors feuilles. Ça laisse au moins des feuilles retourner au sol. Quels sont d'accord, on a des exportations supplémentaires, mais je repose ma question. Est-ce que c'est vraiment grave sur le bon fonctionnement des sols forestiers et sur la croissance des peuplements derrière? Eh bien, ça dépend. En réalité, ça dépend de la fertilité du sol initialement. Si un sol est bien pourvu en nutriments, l'exporter les menus bois ne va pas présenter de risque majeur puisque le sol peut subvenir aux besoins de la génération suivante. En revanche, si le stock dans le sol est faible, l'export de menus bois va exporter une quantité trop importante et va affaiblir la réserve en nutriments du sol et donc il y a un risque de perte de fertilité sur le moyen et long terme. Un certain nombre d'études ont effectivement montré que la génération suivante pouvait avoir une productivité plus inférieure de l'ordre de 20% et qu'également la matière organique pouvait largement être réduite et même augmenter au fil du temps et passer d'une exportation de, par exemple, 10-15% le jour de la coupe et passer à 30%, augmenter jusqu'à 30% 30 ans après. Donc c'est quelque chose qui peut s'entretenir si la coupe n'est pas raisonnée. Imaginez, pour être clair, imaginez qu'en une coupe, en fait, si le sol est peu pourvu, en une coupe,
vous allez décaper les 10 premiers centimètres de votre sol, qui sont les 10 centimètres les plus riches du sol, ce qui est un dommage important. Alors la question va être de, est-ce qu'on est dans des sols sensibles en région centre ou pas? Est-ce que notre pratique en région centre va présenter des risques ou pas? Eh bien là aussi, notre étude a permis d'identifier ce facteur-là. Alors, à l'échelle nationale, si on regarde la carte, on voit que la région centre, elle apparaît bien en rouge. Elle est considérée donc comme une zone sensible auquel il faut vraiment veiller et aller plus finement pour identifier les causes et les potentiels d'exportation. Donc c'est une zone sensible et en plus, les besoins en région de bois énergie pourraient s'accroître avec les politiques aujourd'hui de favoriser le mix énergétique et d'augmentation des énergies renouvelables, cela dans toutes les régions. Alors pourquoi en région centre on est une zone sensible? Quelles sont les caractéristiques de notre sol qui font que notre sol est sensible? D'abord parce que la grande majorité de nos sols sont des sols sableux. Ils sont acides. Plus de la moitié ont un pH inférieur à 5,5, sachant qu'il n'y a plus de vers de terre en dessous de 5, de pH de 5. Et en plus, il y a des humus plus ou moins épais qui sont aussi un facteur de sensibilité. Donc l'ensemble de ces facteurs fait qu'on a des sols sensibles au prélèvement de biomasse. En plus, en parallèle, un certain nombre de ces sols ont aussi des facteurs de sensibilité au tassement et à l'érosion, parce que ce sont des sols limoneux et hydromorphes. Alors, tous les sols ne sont pas sensibles aux deux facteurs, mais certains le sont dans la région. Il est important donc d'être vigilant sur ces deux aspects, même si notre projet a plutôt porté sur l'aspect fertilité chimique. Alors, nos travaux, au-delà de l'aspect des cartes nationales, nos travaux ont permis d'aller plus finement à l'échelle régionale et d'établir des cartes de sensibilité pour les deux facteurs de perte de fertilité à gauche et d'érosion et de tassement à droite. On a pu également faire des cartes encore plus fines selon la disponibilité des données. Par exemple, cette échelle, à l'échelle du Loiret, des cartes de sensibilité selon les massifs et même les zones plus précisément. Alors, notre travail a également permis d'avoir accès facilement à l'identification de la sensibilité de votre sol à travers la texture. On a étudié un certain nombre de paramètres qu'on a moulinés dans nos données, etc. Et au final, il ressortait que la texture était un bon proxy pour identifier la sensibilité et le niveau de fertilité chimique de votre sol initialement. Donc on a découpé l'ensemble des textures qu'on pouvait trouver en région Centre-Val de Loire et même en France en 3 catégories. La première catégorie, les sols argileux, à dominante argileuse, qui apparaissent en vert sur cette figure, qui correspond au sol en fait faiblement sensible, où l'export de menu bois ne posera pas particulièrement de problème. Les sols sableux, qui eux, à l'inverse, sont des sols fortement sensibles, où l'export de menu bois est largement déconseillé. Et puis toute la zone intermédiaire, qui sont des sols limoneux ou dits équilibrés, où là, la sensibilité est soit moyenne, soit en fait indéterminée, parce qu'avec l'étude de nos chantiers, on a pu voir que certains de ces sols pouvaient être soit dans la catégorie sensible, soit peu sensibles. Donc il s'agit d'aller plus finement déterminer ces sols-là quand c'est le cas dans votre site. Donc une recommandation qui doit être émise à ce stade, c'est qu'avant une coupe, vous fassiez un diagnostic de sensibilité de votre sol, et cela bien avant la coupe, pour évaluer ce niveau de sensibilité. D'éviter les prélèvements de menu bois sur les sols sableux, puisque c'est les sols les plus sensibles, et d'ajuster les volumes coupés en bois énergie, donc d'export de menu bois, selon votre type de sol, notamment pour ces sols que j'ai dit équilibrés ou intermédiaires. Alors pourquoi ajuster? Juste une dernière diapo, vous effrayez pas, je vais vous l'expliquer. Tous les points représentent les chantiers et en colonne un petit peu les éléments nutritifs, donc azote, N, potassium, magnésium, calcium et le dernier P pour le phosphore. Donc en rouge, c'était les chantiers qui étaient sur des sols sensibles, en vert sur des sols peu sensibles et intermédiaires les bleus. On voit que tous les rouges quasiment, et quel que soit l'élément, sont au-dessus du seuil que je vous ai dit de seuil dans le sol de 100%, donc on arracherait
toute la couche 0,10 si on faisait des exports de menu-bois dans ces cas-là. Mais on voit aussi que pour certains éléments, certains chantiers dépassaient ce seuil ou étaient très proches de ce seuil, même s'ils sont dans des sols initialement dits peu sensibles, verts ou bleus. Donc, notre conseil, c'est de, veiller effectivement à la sensibilité de votre sol, mais d'ajuster votre exportation selon le contenu de votre sol. Donc, en conclusion, et recommandation générale, c'est d'abord de vérifier la sensibilité de votre sol avec l'idée que si vous êtes sur un sol sableux, il n'est pas recommandé d'exporter les menus bois, de récolter hors feuille dans la mesure du possible, et de laisser davantage de menus bois au sol que la pratique actuelle, puisqu'on a vu qu'on n'atteignait même pas les 10%, et de laisser quelques gros bois pour la biodiversité. Et enfin, donc d'adapter les volumes de bois coupés au type de votre sol. Alors, pour cela, vous allez me dire que c'est pas simple. Je pense que tu confirmeras. C'est ça, exactement. Quand on voit effectivement l'ensemble de ces préconisations couplées aux problématiques de chantier d'exploitation forestière que l'on connaît, d'approvisionnement des usines, de portance des sols, etc., il faut avoir des outils pratiques qui nous guident. Et donc, qu'est-ce que tu as de beau à nous présenter pour mettre ça en œuvre d'un point de vue concret? Alors, il existe déjà au niveau national qui ont été publiés des guides et des outils, notamment ceux rédigés par l'ADEME, qui sont sous forme papier, qui sont téléchargeables sans problème. Mais aussi, nous avons à l'issue de ce projet élaboré un outil numérique qui est disponible soit sur smartphone, soit sur ordinateur, et qui va vous permettre, avec 3 modules différents, en tout cas de vous aider à différents niveaux de votre process d'aide à la décision. Le premier module, très rapidement, en fait, il intègre l'ensemble des recommandations du guide ADEME. Les 2 autres modules vont faire des calculs de niveau d'exportation et vous donner un diagnostic environnemental vis-à-vis justement des données d'entrée que vous aurez données sur votre site. Donc, plus d'informations sur ce guide et un tutoriel est disponible en vidéo sur le même site que ce travail. Super, merci. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Merci pour ta collaboration. Et je remercie aussi tous les participants au projet pour leur travail.